Il y a un moment très précis où on réalise que sa ludothèque, c'est plus juste une petite collection. Ouais, ça devient carrément les murs porteurs du salon, quoi. Exactement. On regarde cette fameuse pile de la honte, là, ces dizaines de boîtes qui prennent la poussière, et on se dit qu'il faut agir. C'est clair? Et c'est un vrai défi, hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'attaque à ce sujet en se basant directement sur notre article qu'on a écrit récemment là-dessus. Un article qui était bien nécessaire vu le marché actuel. Oui, on va vraiment décortiquer les meilleures stratégies pour revendre ces jeux sans perdre d'argent. Parce que le marché de l'occasion ludique, c'est devenu une science implacable. Ah, mais totalement. Et le premier écueil à éviter, en fait, c'est vraiment l'instinct de précipitation. Le fameux «je poste tout partout en même temps». Voilà, c'est ça. Poster une annonce identique sur toutes les plateformes, c'est le meilleur moyen de vendre le même jeu à deux personnes différentes au beau milieu de la nuit. Ah oui, le cauchemar logistique. Grave. Il faut vraiment comprendre l'algorithme et l'audience de chaque terrain. Par exemple, les gros jeux, les trucs très experts comme Sith ou Root. Eux, ils vont plutôt sur Ocaseo, c'est ça, hein? Exactement, parce que la plateforme rassemble une communauté de puristes, quoi. Ils connaissent la rareté et la complexité du titre. Alors que pour un petit jeu familial, un truc rapide comme Skyjo, là, on va plutôt taper sur Vinted ou Le Bon Coin. Ouais, ils sont redoutables pour ça. Surtout Vinted avec son algorithme et ses frais de port ultra intégrés qui favorisent vachement les petits colis légers. Mais là où beaucoup trébuchent, et on l'a bien souligné dans notre article, c'est sur l'étiquette, c'est sur le prix. Ah, le prix. Le grand drame. Moi, je dis souvent, fixer le prix d'un jeu, c'est comme évaluer une voiture d'occasion. C'est une bonne comparaison, ouais. Bah oui, parce que des protège-cartes, les fameux sleeves, ça n'ajoute pas 15 € par magie. Tout comme des dés en peluche au rétroviseur ne font pas grimper la cote d'une voiture, quoi. Totalement. Mais pourquoi les gens font ça? C'est le piège de la nostalgie. L'illusion du prix neuf moins 5 euros, hein. C'est ça. On confond émotionnellement le prix qu'on a payé à l'origine avec la valeur réelle sur le marché aujourd'hui. Alors que la règle d'or de notre article, elle est très mécanique. Oui, le prix demandé plus les frais de port, ça doit être strictement inférieur au prix d'une offre livrée domicile. Bah oui, sinon l'acheteur, il a aucun intérêt à renoncer à la garantie et à l'odeur du neuf. Exactement. Si le jeu est récent, la rationalité, ça dicte un tarif entre 50 et 65% du prix neuf. Mais fixer le juste prix, ça suffit pas toujours. Dans un marché saturé, l'acheteur, il est méfiant. Très méfiant, ouais. Comment on lui prouve que cette boîte à 40 € vaut vraiment son investissement? Parce que l'expression «très bon état», c'est un peu paresseux, non? Ah, c'est trop vague. Une annonce, elle doit prouver ce qu'elle avance. Les photos lisses et parfaites récupérées sur le site de l'éditeur, ça crée de la suspicion directe. Donc il faut faire quoi? Une vraie autopsie ludique? C'est le mot. Le matériel doit être étalé, les livrets bien visibles et il faut des gros plans assumés sur les défauts. Genre le fameux coin de boîte écrasé. Voilà. Mais attends, est-ce qu'on va pas un peu trop loin en photographiant chaque sachet zip ou chaque jeton en bois? Je veux dire, c'est qu'un jeu de société, c'est pas une scène de crime. Ça paraît extrême, ouais. Mais ce niveau de détail, ça s'explique par la saturation du marché. Pour éviter les litiges. Exactement. La transparence totale, c'est une protection pour le vendeur. Un simple pion violet qui manque, ça peut déclencher un litige chronophage, ça bloque tes fonds pendant des semaines. Ah ouais, la galère. La preuve visuelle, ça neutralise ce risque en amont. En fait, l'acheteur, il n'achète pas seulement du carton, il achète la fiabilité du vendeur. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que toute cette belle théorie, elle s'effondre au moment de fermer le carton. L'étape critique, ouais. L'extension logistique et l'arme dont on parlait dans l'article, j'ai vu des marges entières disparaître à cause d'un mauvais choix de transporteur. Ah c'est un piège mathématique classique. Tu proposes un jeu lourd, genre 5 kilos, à un prix imbattable, Et bim. et bim. Une fois que tu ajoutes l'assurance obligatoire, le tarif au poids de Mondial Relais ou Colissimo, le coût final dépasse le prix d'une boîte neuve livrée gratuitement par une grande boutique. Et la vente meurt instantanément. Le bénéfice se transforme en don à la société de transport, quoi. C'est pour ça qu'il faut calculer avant. Et surtout, l'emballage en carton double canure, c'est indispensable pour la survie du jeu. Bon, et si la boîte survit, il faut encore éviter les arnaques. Ah, les fameux faux mails PayPal. Ouais, ou les acheteurs qui insistent lourdement pour finaliser la vente en dehors de la plateforme pour gratter les frais. C'est là que toutes les protections s'évaporent. Faut jamais accepter ça. Et du coup, côté fiscal, en France, ça se passe comment pour pas avoir de mauvaises surprises? Alors les règles françaises, elles se basent sur l'intention. Revendre ses propres biens pour faire de la place, c'est pas imposable. Ouf, mais il y a une limite, non? Oui, les algorithmes fiscaux fixent une frontière, c'est 30 transactions ou 2 000 € par an. D'accord.
C'est le plafond pour séparer le joueur qui fait son ménage de printemps de la personne qui fait du commerce déguisé. Exactement. Donc l'objectif ultime, c'est pas de faire un sprint chaotique pour vider son salon en un week-end. Non, il s'agit de vendre proprement, avec la rigueur d'un micro-entrepreneur, quoi. Pour financer ses prochaines découvertes, bien sûr. C'est une approche qui demande de la méthode, mais qui redonne vie à des jeux oubliés. Absolument. C'est vertueux, en fait. Ce qui nous amène à une dernière réflexion, un peu provocatrice pour la fin. Je t'écoute. Si ce marché de l'occasion devient une machine aussi parfaitement huilée, où les joueurs s'échangent les titres avec une telle efficacité, est-ce que les éditeurs vont finir par devoir arrêter leur surproduction frénétique de nouveautés pour survivre? Ah, c'est une excellente question, ça. Eh bien, c'est une question fascinante à méditer lors du prochain grand rangement de vos étagères.